Aujourd'hui on parle clavier gamer avec ici le nouveau Razer Black Widow V4 Pro, un clavier mécanique plutôt positionné en haut de gamme puisqu'il est affiché à plus de 250 €. On va voir un peu ensemble s'il dispose des arguments suffisants pour justifier un tel tarif. Alors ce V4 Pro il fait suite au V3 Pro que la marque avait sorti en 2020 et on va voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment du côté de la connectique puisqu'on repasse ici sur un modèle filaire et non plus en sans fil comme sur l'ancienne génération. Alors pour le coup, je trouve que c'est quand même un petit peu bizarre de garder ici le naming Pro, puisque c'est généralement chez la marque réservé aux produits sans fil, et ici ça peut peut-être un petit peu porter à confusion. Bref, de toute façon, on va découvrir tout ça ensemble, et on va voir un peu ce que ça vaut après une quinzaine de jours à ses côtés. Allez, je commence par un petit tour du côté de l'unboxing, et ici le clavier il va s'accompagner des éléments suivants. On va retrouver deux câbles USB-C vers USB-A, donc un premier pour la connexion du clavier, et un second qui va permettre de profiter du port USB supplémentaire qui est placé à l'arrière. On retrouve aussi un repose-poignet amovible, et enfin la paperasse habituelle avec un petit guide d'utilisation, et des stickers aux couleurs de la marque, ça c'est plutôt du classique. Alors note aussi dès maintenant qu'on n'a pas forcément de pince pour retirer les keycaps ou les switches, car ici on est sur un clavier qui ne va pas forcément proposer une conception en hot swap, et encore une fois aux alentours des 250 €, bah ça je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage. Allez, place maintenant donc au design et aux finitions de ce Black Widow V4 Pro, et ici on va donc retrouver un peu l'ADN habituel des claviers de la gamme, avec donc un châssis en plastique qui va être renforcé par une plaque métallique sur sa partie supérieure. On a aussi un peu toujours cette conception sans bordure qui permet un peu d'avoir cet aspect flottant au niveau des touches, et qui permet aussi de bien faire ressortir l'éclairage RGB qui sera évidemment personnalisable depuis Razer Synapse. Alors pour le moment, ce V4 il est uniquement proposé dans un format full size, et une fois qu'il est posé sur un bureau, on est sur un clavier plutôt imposant, notamment ici avec l'ajout de nouvelles touches de macro ou encore le repose-poignet amovible. Alors pour autant, on reste sur un clavier avec un design plutôt sobre, et finalement je pense qu'il pourra facilement s'intégrer dans la plupart des setups. Vraiment, on est sur quelque chose d'assez classique et qu'on peut encore une fois personnaliser au niveau des éclairages. Alors, puisque je viens de vous en parler aussi, notez que le repose-poignet, il vient se fixer ici magnétiquement directement à l'avant du clavier. Ça fonctionne très bien. Et à l'arrière, on a une sorte de petits connecteurs qui permettent en fait de prolonger l'éclairage RGB, donc qui va faire le tour du clavier et ensuite le tour du repose-poignet. Ça, c'est plutôt bien fait. Et puis le repose-poignet en lui-même, il est plutôt confortable, avec ici un rembourrage qui est quand même bien généreux, donc ça apporte quand même un petit plus en termes de confort, et en plus c'est vraiment très agréable au toucher, ça c'est plutôt un bon point. Alors ensuite du côté des touches, ici, le clavier il opte pour des keycaps en ABS double shot, alors même si j'aurais peut-être préféré des modèles en PBT sur un clavier à ce prix-là, puisque ça offre généralement une meilleure longévité, ici on est quand même sur des touches en ABS de très bonne qualité, avec une sorte de petit revêtement légèrement rugueux, qui va permettre d'éviter les traces de doigts. Et vraiment moi ici après environ 2 semaines d'utilisation, on dirait que le clavier il n'a pas du tout bougé. Alors j'aime bien aussi la police qui est utilisée au niveau des touches, qui reste quand même assez sobre par rapport à ce qu'on peut avoir sur certains modèles de chez Corsair ou Asus par exemple. L'éclairage aussi il ressort très bien au niveau des touches, même si comme souvent on va avoir des actions secondaires qui sont pas forcément rétro-éclairées, et ça encore une fois c'est peut-être un petit peu dommage. Alors si on rentre maintenant un peu plus en détail, ici sur le coin supérieur gauche on va retrouver un peu des boutons qui sont donc dédiés à la partie média, avec notamment ici une belle molette ici en métal, et 4 boutons donc pour passer un peu d'une piste à l'autre, gérer sa lecture pause ou encore couper le son. Ça c'est plutôt du classique, mais vraiment ici c'est très bien fait, et on a vraiment un aspect premium on va dire, qui va, on peut dire un peu justifier ce tarif quand même très élevé du clavier. Alors vraiment ici le seul petit défaut, c'est qu'on a des petites icônes qui sont placées au niveau de chaque bouton, et qui sont vraiment pas très visibles, notamment si on est un peu dans une pièce qui est pas forcément éclairée. Mais bon, il n'y a que 4 boutons, et ça reste quand même assez intuitif à utiliser. Alors si je passe maintenant ici sur la gauche du clavier, on a pas mal de changements par rapport à l'ancienne génération, puisqu'on va avoir un retour ici de 5 touches de macro, qui vont donc positionner sur le côté. Alors ça pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne chose pour un clavier ici full size. Ça offre un petit peu plus de polyvalence sur certains jeux, mais surtout pour une utilisation bureautique, ça peut apporter pas mal d'avantages. Moi par exemple au quotidien j'utilise un Logitech G915 avec aussi des touches de macro comme ça sur le côté, et c'est des choses que j'utilise vraiment tous les jours quand je travaille par exemple. Alors au-dessus, on a une autre nouveauté avec ici une molette qui est baptisée Razer Command Dial, qu'on va pouvoir utiliser pour effectuer pas mal d'actions additionnelles. Alors, par défaut par exemple, on peut l'utiliser pour gérer l'éclairage du clavier, zoomer ou dézoomer, naviguer entre ces différentes applications, ou par exemple passer d'un onglet à l'autre sur son navigateur web. Ça c'est plutôt pratique. Alors on peut passer d'un groupe d'action à l'autre en appuyant une fois sur le bouton,
Et on va voir la couleur ici de l'éclairage qui va changer pour s'y retrouver un petit peu plus facilement. Alors évidemment, ça peut être utilisé pour plein d'autres actions, mais j'y reviendrai un peu plus tard quand on fera le point tout à l'heure sur le logiciel Razer Synapse. Alors enfin, pour terminer avec les commandes supplémentaires, on a aussi ici 3 petits boutons qui sont placés comme ça sur la tranche gauche du clavier. Alors ça, c'est plutôt original. On pourrait également personnaliser ces commandes en fonction de ses besoins. Alors par contre, je suis peut-être un petit peu moins convaincu puisque généralement, dès qu'on va un petit peu toucher le clavier, eh ben, on peut avoir tendance à appuyer dessus et c'est pas forcément très pratique, donc ça demande un petit temps d'adaptation. Mais si vous n'avez pas forcément besoin, ben, on peut tout simplement désactiver ces boutons. Après, ils sont aussi assez fins, donc ils sont pas très faciles à repérer pour savoir vraiment sur quel bouton on appuie. Alors après, je pense que quand même, il y aura pas mal de joueurs qui pourront y trouver une utilisation, que ce soit pour du gaming ou pour une utilisation plutôt bureautique. C'est quand même cool de les avoir ici, et encore une fois, je trouve ça plutôt original. Je termine le petit tour du clavier avec ici sur la partie arrière. On va retrouver donc quelques petits patins en gomme pour apporter une bonne stabilité à l'ensemble. On a aussi des pieds rétractables ici comme ça sur 2 niveaux, donc pour un peu ajuster l'inclinaison. Ça, c'est plutôt du classique. Alors ensuite, pour ce qui est de la connectique, comme j'ai expliqué un peu en introduction, sur ce V4 Pro, on repasse donc sur une connexion filaire. Alors de mon côté, je trouve que c'est un petit peu dommage et je vois ça un peu comme une régression face au précédent V3 Pro qui lui pouvait fonctionner donc en filaire mais aussi en sans fil via une connexion 2,4 GHz ou alors directement en Bluetooth. Alors ici à l'arrière, on va retrouver 2 ports USB-C. Donc le premier, il permet d'alimenter le clavier et le second, il peut être utilisé pour alimenter un port USB-A qui est placé à côté. Ça, c'est plutôt cool. Ça permet par exemple de venir brancher le dongle de sa souris sans fil, de son casque, ou par exemple un disque dur externe. Ça se fait très rapidement. On n'a pas besoin d'aller directement derrière sa tour. Donc ça, c'est plutôt bien. Par contre, ça fait forcément 2 câbles qui vont sortir à l'arrière du clavier. Et ça, je pense que ça ne sera pas forcément au goût de tous. Allez, je passe maintenant sur le logiciel Razer Synapse qui va permettre un peu de configurer donc différents profils pour le clavier en personnalisant notamment le mapping des touches ou encore les différents effets d'éclairage. Alors sur le premier onglet personnalisé, on va pouvoir modifier un peu l'affectation des touches du clavier avec comme d'habitude le choix entre les actions qui sont proposées par Razer ou bien la possibilité de créer par exemple ses propres macros. Alors ici c'est du classique et je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Alors ensuite, toujours sur la même fenêtre, on peut aussi configurer les actions de la molette qui est placée sur la gauche du clavier. Alors ici on peut créer une dizaine de groupes de commandes et ensuite passer de l'un à l'autre en appuyant sur la molette. On peut aussi choisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, un éclairage qui va s'afficher autour de la molette quand on va changer d'action. Et on a aussi la possibilité d'avoir une petite notification qui apparaît directement sur le côté de l'écran. Ça c'est plutôt pratique, ça permet un peu de s'y retrouver si on a beaucoup de raccourcis. Bon, sinon parmi les actions qui sont disponibles, on peut affecter des actions du clavier, de la souris, gérer ses médias ou encore créer ses propres combinaisons de touches. Par exemple, on peut facilement faire un copier-coller en tournant la molette dans un sens puis dans l'autre. Bref, vraiment, il y a pas mal de possibilités, et en termes de productivité, je trouve ça vraiment pas mal. Alors sinon, on note aussi que le clavier, il propose la fonctionnalité Hypershift, qui va permettre d'avoir un accès à un mapping secondaire quand l'option est activée, et ainsi de doubler le nombre de raccourcis. Alors ce qu'on peut imaginer, par exemple, c'est de placer cette fonctionnalité Hypershift sur un des boutons qui est placé sur la tranche du clavier, pour avoir un accès rapide et doubler donc le nombre de raccourcis. Enfin, pour terminer avec cet onglet, notez qu'on peut paramétrer le polling rate du clavier entre 125 et 8000 Hz, même si, comme on va voir un peu après côté performance, de mon côté je vois pas forcément la différence entre 1000 Hz et 8000 Hz au niveau de la réactivité sur un clavier. Enfin, du côté des éclairages RGB, ça se configure depuis l'onglet éclairage. Ici c'est plutôt du classique, on peut choisir parmi différents effets proposés par Razer, ou bien directement accéder au Chroma Studio et personnaliser ça un peu touche par touche, un peu plus en détail. Allez, je termine évidemment cette vidéo en faisant un petit point sur les switches de ce Razer Black Widow V4 Pro. Donc ici on est sur un modèle mécanique avec au choix des switches Razer Green avec donc une activation tactile et plutôt bruyante, ou au contraire des switches Razer Yellow qui vont être donc linéaires et silencieux. Alors c'est les switches que j'ai ici sur le modèle que je teste aujourd'hui. Ils sont annoncés avec une longévité de 100 millions d'activations, une course totale de 3,5 mm, une activation à 1,2 mm et une force de 45 grammes. Alors un truc que j'aime bien au niveau de ces switches, c'est qu'on a une conception au niveau de la tige avec une sorte de support qui permet un peu de mieux stabiliser les keycaps. Je trouve qu'à l'utilisation ça marche plutôt bien, et au final on a une frappe qui est quand même convaincante pour un modèle stock, on va dire. Alors de toute façon je vous montre un peu justement ce que ça donne à l'utilisation, ça vous permettra aussi de vous faire une meilleure idée du rendu sonore, puisque évidemment c'est quelque chose d'assez important sur un clavier.
Allez, voilà pour la petite démonstration, et de mon côté je trouve ça pas trop mal niveau bruit. Je trouve que le clavier il arrive bien à limiter un peu la résonance au niveau du châssis, et ça c'est grâce à deux mousses anti-bruit qui sont directement intégrées à l'intérieur, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Sinon pour ce qui est des performances, je trouve que les frappes elles s'enchaînent plutôt bien, avec ici une activation qui est quand même bien réactive, même si évidemment on reste quand même par exemple un cran en dessous de ce que peut offrir un Wooting 60HE que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, et surtout les possibilités qui sont apportées par des switches analogiques. Alors notez par contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que le clavier ici, donc il peut tourner à 8000 Hz, mais bon, honnêtement, moi, à l'utilisation, je ressens pas forcément une énorme différence, mais si c'est votre cas, que vous avez déjà un peu testé entre 1000 Hz et 8000 Hz, mais encore une fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors après, en jeu, vraiment, les nombreuses touches supplémentaires, elles peuvent apporter un petit avantage sur certains jeux, je pense notamment à des MMORPG par exemple, où on a souvent besoin d'avoir pas mal de raccourcis directement sur le clavier. Après pour les FPS, pas grand chose à redire du côté des performances, mais par contre ce sera plus du côté de son format, puisque c'est un clavier qui est quand même pas mal imposant, qui sera peut-être pas le premier choix pour des joueurs qui font que du jeu compétitif, du Apex Legends, du Valorant, etc. En fait pour moi je pense que c'est peut-être un clavier qui va plutôt viser les joueurs qui cherchent quelque chose de très polyvalent, un genre de clavier qui va pouvoir s'adapter un peu à tous les types de jeux, mais aussi à des tâches plutôt orientées productivité, grâce à ces nombreux raccourcis ici, qui peuvent être très pratiques dans ce cas-là. Bon du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de ce Razer Black Widow V4 Pro, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser comme d'habitude les commentaires. Alors pour moi c'est vraiment un très bon clavier, mais avec un tarif qui dépasse les 250 €, honnêtement de mon côté j'en attendais peut-être un petit peu plus. S'il était proposé aux alentours des 150 € par exemple, je vous dirais vraiment de foncer avec les yeux fermés, mais là vraiment à ce prix-là perso, je regrette peut-être quand même l'absence d'une connexion sans fil, mais aussi la possibilité qu'il ne soit pas par exemple possible de retirer les switches pour les remplacer ou par exemple pour changer s'il y en a un qui déconne un peu. Alors après attention quand même, on reste sur un modèle avec de très bonnes finitions, avec vraiment pas mal d'options et de très bonnes performances, mais bon pour moi 269 €, je trouve que c'est quand même abusé, au même titre qu'un Corsair K100 RGB par exemple. Bref, je trouve que c'est quand même un petit peu dommage puisque dernièrement Razer, ils avaient quand même présenté pas mal de produits avec tarifs un peu plus abordables, mais ici j'ai un peu l'impression qu'ils retombent dans leur vieux travers entre ce clavier et le casque que je vous ai présenté la semaine dernière. Enfin bon, dans tous les cas, si ce modèle il vous intéresse, vous avez les liens en description de la vidéo, vous avez aussi le test écrit directement sur gamertech.fr, puis moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!